Donc reprenons. Donc on a trouvé deux ports ouverts, hein. Vous vous rappelez, on a du RDP, mais malheureusement ça ne sera pas d'une grande utilité sans les informations d'identification, ou au moins un hash, ok? Bien que, comme je vous le disais, les attaques passent de hash, PTH, pas PTT, pourquoi je vous ai dit PTT tout à l'heure, je sais pas, j'étais fatigué, sont souvent restreintes via RDP de toute façon. Cependant, le serveur web vaut quand même la peine d'être examiné. Là, on voit qu'on a un clone, une copie conforme en fait de notre premier serveur qui est hébergé en dehors de la DMZ, enfin sur la DMZ, pardon, excusez-moi, notre serveur Linux. Ref nous a dit qu'il travaillait sur ce site web en utilisant un environnement local, ok, sur son PC. Donc ça, on a récupéré toutes les informations tranquillement à partir de son site. On a récupéré les informations et il nous a donné des informations intéressantes. Donc comment on va pouvoir pirater le PC de Thomas? Eh ben peut-être que justement cette version de Git hein, dans l'environnement local va nous permettre de trouver une faille en fait hein, dans son serveur web de développement, puisque visiblement là il travaille sur son serveur web en dev et ensuite il le pousse sur le 10, 200, 200. Ok, ça c'est la version finale. Ok, LSCD. Ok, et là je vais lui demander le port 18 000. Ça, on est sur le 18 000. Ouais, 18 000. On va relancer la version de connexion avec Shi. Il me lance, ouais, Shi en mode serveur. Je veux quoi? Je veux port 18 000. Que c'est un seul de mémoire. Et c'est SOX. 2. Non, SOX 5. Alors, ok, là ça passe. Là, le client doit se reconnecter. On est reconnecté, parfait. Donc, lui, il veut pas, c'est pas grave. On se reconnecte en 80, 81. Ok, donc là, on est bien. Et donc, il va falloir, donc, comme je vous disais, qu'on trouve des failles sur le serveur. Ok? Donc, on a deux options qui s'offrent à nous. On a vu, c'était Chisel ou P-Link. On a décidé d'utiliser Chisel, pardon, pour faire du forward proxy. Ok? Grâce au forward proxy, eh ben, on peut se connecter. Ok? Et Shuttle prend le relais, en fait. Donc, maintenant, bah, faut qu'on voit un petit peu qu'est-ce qui se passe sur son site web, ok? Donc, il semble que nous avions bien deviné. Il semble qu'il y a une compie conforme, comme je vous disais, du site web, mais il y a quelques différences en fait. Elles sont pas immédiatement visibles, ce qui signifie que nous devrons peut-être examiner et faire du fuzzing sur le site, ok? Via des proxys. Mais avant de faire ça, en fait, et d'utiliser nos outils de fuzzing, prenons un peu de recul et réfléchissons à tout ça. Nous savons d'après le brief, donc on a lu les informations qui sont ici, euh, que Thomas a utilisé le serveur Git pour contrôler la version de ses projets, ok? Serveur, nous pourrions être en mesure de simplement le télécharger le code source du site et de réviser localement eh ben, le code source pour parvenir à nos fins, ok? Plutôt que le pirater bêtement. Donc idéalement, nous pourrions cloner le repo, le dépôt, comme on dit, directement à partir du serveur. Et cela nécessiterait probablement des informations d'identification que nous allons avoir besoin de trouver. Alternativement, étant donné que nous avons déjà un accès administrateur local au serveur Git, nous pourrions simplement télécharger le référentiel à partir du disque dur et ensuite le réassembler localement, ce qui nécessite aucune authentification supplémentaire. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Ben, on peut utiliser notre accès WinRM via Evil WinRM pour parcourir le serveur Git et me demande quel est le chemin absolu de website
.git et dans quel répertoire il se trouve. Eh ben, on va le chercher. Qu'est-ce qu'on a à la racine? On a git stack. Déjà, ça devrait peut-être nous mettre la puce à l'oreille. Il y a quoi là-dedans? On a du Apache, du Python, de l'install, on a du Git. Est-ce qu'il y a un petit Git, ouais. Hmm. Dans le repo, on va voir. Vu qu'on a parlé du repo, c'est des repositories. Ah, yes! Donc là, on a bien notre fichier website.git, ok? Quel est le chemin absolu? Bah, on l'a vu, c'est deux points. On a git stack, si je dis pas de bêtises. Ensuite, c'est repo. Et ensuite, on a notre website git. C'est ça que tu veux? Non. Quel est le chemin absolu? Bah, git stack en majuscule. Tu le veux en majuscule, c'est ça? Non. Qu'est-ce que tu veux? Point quelque chose. Ok. Autant pour moi. Donc, eh ben, on va télécharger. En effet, qu'est-ce que tu veux? On va utiliser, je vous ai parlé de deux fonctions. La fonction upload qu'on a utilisée tout à l'heure et la fonction download pour télécharger une copie sur mon ordinateur. Et là, il faut que je précise ouais, le chemin. Je suis un peu bête. Donc là, je vais lui dire bah, dans mon home, Satan. Ok, bon, ça va mettre un peu de temps. Mais on avait téléchargé le référentiel Git, ok? Ce qu'on appelle un repo, un dépôt en fait, hein. Ils traduisent par référentiel. Mais le dépôt Git, en fait, qu'est-ce que c'est? Bah, les dépôts Git, en fait, ils ont un répertoire spécial qu'on appelle un point Git qui contient toutes les méta-informations, pardon, du référentiel. Ce répertoire peut être utilisé, en fait, pour recréer entièrement une copie lisible du repo, y compris des éléments tels que le contrôle de version et de branche, ok? Ce qu'on appelle le branching, ok, dans le dev. Donc vous savez que vous pouvez faire des forks, vous pouvez modifier les versions, on a un contrôle de version, tout ça c'est intégré à Git. Et bah, si vous n'êtes pas familier avec l'outil, en gros on a une version du repo en local, ok, sur notre machine, et ce répertoire, eh ben, le point Git fera partie du repo complet en fait. Le reste étant des éléments du référentiel dans un format lisible par l'homme. Cependant, comme le point Git repertory euh, est présent dans le répertoire, et ben en gros, on peut recréer le repo dans son intégralité grâce à ce fichier, en fait. Et ainsi, le serveur n'a pas besoin de stocker les versions facilement lisibles des fichiers. Cela signifie que nous avons téléchargé ce que nous avons téléchargé, oui, n'est pas réellement le repo complet avec autant de blocs de construction que nous pouvons utiliser, mais donc cela signifie que nous avons téléchargé en fait une partie du référentiel, mais grâce au bloc de construction, en fait, on peut recréer le repo complet à partir d'une sorte de copie locale en fait. On a trois outils. On a le dumper, donc lui il est utilisé pour télécharger un fichier .git dans le répertoire, exposé à partir d'un site web si le propriétaire du site a oublié de le supprimer. Ensuite, on a Extractor. Extractor, il peut être utilisé pour prendre un répertoire local.git et recréer le référentiel dans un format lisible. Ceci est conçu pour fonctionner en conjonction avec le dumper, mais fonctionnera également sur le dépôt que nous avons volé au serveur Git. Malheureusement pour nous, alors qu'Extractor nous donnera chaque commit, donc les commits, allez voir tous ces termes hein, pour que ça vous parle, mais à chaque fois qu'on fait une modification, en fait, il y a un commit, ok? Et les commits sont
gérés par date, généralement. Donc, autant l'extracteur nous donnera le format lisible, autant il ne triera pas les commits par date, par chronologie, malheureusement. Et enfin, on a une troisième composante, troisième outil qui s'appelle Finder. Comme son nom l'indique, il est utilisé pour rechercher sur Internet des sites avec des répertoires .git exposés. C'est nettement moins utile pour un hacker éthique, mais forcément, vous imaginez que ça peut être très utilisé pour un grey ou un black hat, ok? Bien que cela puisse avoir des applications quand vous faites du bug bounty, ok, programme de prime de bug, comme on dit en français, eh ben ça peut être assez utile pour voir un petit peu les modifications et s'il n'y a pas des failles inhérentes. Donc, je vérifie que j'ai pas de mise à jour et on va reprendre notre petit exercice. Ok, le système est à jour. Donc, sudo mv, déjà je vais faire un sudo rm rf repo sudo mv, parce que là le nom est bien trop long. On va on va l'appeler git stack. Ok. Et sudo mv git stack, on va l'appeler point git. Donc j'ai renommé le point git et on va lui demander d'aller dans app git tools. Pourquoi là j'ai un point git? Illustrator. J'ai mon point git. Donc, créer un répertoire website. Putain, en train de me rendre fou, lui. Ah ouais, prends-le. Mais comme ça, no git folder. Putain de ta mère. Bon, vas-y, tu sais quoi? On va tester point. Ah, il y arrive. Ok. Ah, la syntaxe. Sudo. Allez. Yes, papa. Donc la syntaxe, elle est vraiment bizarre. Cherchez pas à mettre, mettez point. Vous foutez tout dans le répertoire courant, ok? Il est là, il est caché. Ok. Mettez pas point .git, ça marche pas. Mettez point. Et ensuite, moi, je me suis créé un mkdir website, une arborescence website. C'est dans website. Maintenant, qu'est-ce qu'on a? Voilà. On a ce qu'il faut. Enfin. Putain, c'était compliqué. Wow. Donc, concrètement, on a extrait, à partir du référentiel, on a reconstruit, comme je vous disais, des données qui sont au format lisible par l'homme. Ok? Qui sont intelligibles. Donc, qu'est-ce qu'on voit? Eh ben, on voit que dans ce répertoire, eh ben, on a trois répertoires en fait, hein, qui sont présents ici. 0, 1 et 2. Donc, chacun de ces répertoires, en fait, correspond à un commit. Ok? Donc, les commits, en fonction des versions, mais ils sont pas triés par date. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ben, on peut peut-être essayer de reconstituer l'ordre des commits, essayer de savoir qui fait quoi, en trouvant un peu bah, la chronologie en fait. Et grâce à ça, on pourra avoir une idée de l'ordre. Ok?
Donc généralement, chaque commit, il est livré avec un fichier qui s'appelle commit.meta.txt. Un fichier qui s'appelle commit.meta.txt et on pourrait les classer, chacun de ces fichiers séparément, via un bash one-liner. Ça, c'est le premier, 2 et 3. Ok? Donc ça, c'est ce qu'ils nous disent en anglais. Donc, on va répondre à la question. Ça, c'est validé. Donc, on voit que la version la plus récente, c'est la 345A, en fait, hein. Donc là, c'est ce qu'on voit. On a dit que ça, c'est la dernière. Et la dernière, en fait, eh ben, c'est notre CD0. Voilà. Dernière mise à jour pour le filtre. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait faire à partir de ça? Comme je vous le disais, eh ben, on va venir exploiter et essayer de comprendre un petit peu comment ça marche. On voit qu'il y en a une, c'est pour le filtre. Une autre, c'est le commit pour le backend. Et une autre, c'est le commit pour le web statique. Qu'est-ce qu'on peut en déduire? Eh ben, faire ça. On va utiliser notre one-liner et on va voir un petit peu ce que ça dit. Donc ça met un séparateur qui est entre double quote, ça fait une boucle, ça définit une variable i, ok, ça fait un do print, ça nous fait la mise en forme avec les retours chariot, etc., etc. Ça récupère les fichiers et ça nous l'affiche avec notre n séparateur. Et là, ça nous le met en forme, ok. Donc là, on a extrait les données. Maintenant, il faut voir celles qui sont pertinentes. OK? Donc là, je n'invente rien. Il va falloir analyser le code source. OK? Donc, on a vu que le plus récent, c'est quoi? Bah, c'est le dernier. Le dernier, c'est quoi? C'est le 345. Donc, c'est là-dedans que ça se passe. OK? Le 345, on a tout ça. Et on a un index. Premier truc qu'on va faire, on va aller taper dans l'index HTML. Il faut aller voir. Mais pas de truc super intéressant. On va se le faire plus proprement. ls, tu vas me faire Firefox, index HTML. Ok, donc voilà, c'est exactement notre index. Ok, c'est la page de présentation qu'on a. Et c'est vrai qu'il n'y a rien d'intéressant. Allons voir un petit peu si dans cette arborescence, il n'y a pas. Qu'est-ce qu'on a vu? Vous vous rappelez? On a fait le foothold initial, on a fait une reco, et qu'est-ce qu'on a vu? On a vu que c'était du PHP avec. D'ailleurs, pourquoi je l'ai pas? Ah oui, il était dans Chromium. Je vais essayer de le retrouver. Firefox extension. Euh, Comment elle s'appelle déjà l'application? Excusez-moi, j'ai un petit trou de mémoire. Voilà, on va pas analyser. Donc, on va le reprendre. On va sur notre site. Là, il détecte rien. Bah oui, parce que je suis pas connecté en proxy. Mais vous vous rappelez, on avait trouvé tout simplement que c'était du PHP. Donc, s'il y a bien une faille, eh ben, visiblement, c'est là-dedans qu'il faut qu'on la trouve. C'est-à-dire dans du code PHP. Donc, on va chercher tous les fichiers PHP. On va se faire une petite commande find.
Donc, qu'est-ce qu'on veut? Bah, on met un commutateur name, ok? On veut quoi? Tous les fichiers qui commencent par quelque chose et qui finissent par PHP. Et là, on voit qu'on a un resource indexes. Ok. Donc, 4. Ok. Donc là, c'est pareil, hein. C'est un script. Ok. Donc, on voit nos fameux masques. On a la partie upload. On voit qu'on a trois clés GIF, PNG, JPEG, même quatre, pardon. On a donc deux variables, goText, target, size, ça va vérifier la taille. Soit ça dit message fail, genre la localisation existe déjà, soit le message l'upload n'a pas marché, soit le message l'upload a marché, c'est parfait. Et si c'est bon, donc on définit notre la méthode de requête. Ok, on poste. Et donc on voit qu'on a en effet donc upload effectif, bon, fichier invalide, donc doit y avoir un filtre, puisque ça nous dit que c'est pas le bon type de fichier, il attend une image. Le fichier existe déjà, il est déjà présent, et aucun fichier n'a été envoyé. Donc là, c'est la boucle avec l'affichage des messages, $MSG, ok, ça fait un get dessus, et on a trois cases, enfin quatre cases, avec à chaque fois le $res qui est égal à un message, ok. Donc, case fail, quel existe, méthode, success. OK? En corrélation avec ce qu'on a pu voir. Ça vérifie la taille, visiblement, du fichier. Ça vérifie la cible et les bonnes extensions. Apparemment, il faut que ces fichiers et ces extensions JPEG, JPEG, PNG et GIF. OK? Donc là, il nous dit donc terminer le style, ça a l'air affreux. Obtenez plus de nourriture. Ruby, un animal cupide le traverse trop vite. Améliorer le filtre de cette page. Vous ne pouvez pas compter sur l'authentification de base. Téléphonez à Madame Walker à propos des réunions de surveillance de quartier. Pourquoi Thomas doit téléphoner à Mrs. Walker? C'est au sujet des réunions de quartier. Et là, il me la met profond. Ok. Donc, maintenant, on va voir toute la partie, comment dire, plus en détail, hein, au niveau du code PHP. Là, j'ai fait que survoler, on va voir tout ça ensemble. Ok, plus en détail. Donc, en effet, on a quoi? Une simple vérification si le fichier existe déjà, ces fils sont regroupés dans un bloc de code PHP. Donc, on a le size, récupère la taille de l'image, tu prends la variable file, ok, la file, c'est quoi? C'est le nom du fichier avec un nom temporaire. On crée un tableau pour pouvoir manipuler les données et on vérifie le nom du fichier, le nom du fichier, le fichier en lui-même et si les extensions sont bonnes et si la taille n'est pas trop importante. Si c'est bon, eh ben, on affiche un message OK. Sinon, on affiche que il y a un problème. OK? Soit au niveau de la taille, soit au niveau du nom du fichier parce qu'il existe déjà, soit parce que l'extension du fichier n'est pas la bonne. Donc la première ligne ici, utiliser une technique PHP classique utilisée pour voir si un fichier est une image. En bref, les images ont leur dimension encodée dans leurs données EXIF. C'est pour ça que vous vous rappelez, on a notre programme, on peut aller le voir, je vous rappelle. On a EXIF. Ok? Et avec EXIF, vous pouvez faire du forensic, vous pouvez faire de l'OSINT, n'importe quelle image, vous la lancez avec EXIF
et vous allez récupérer les tags, les données, toutes les métadonnées en fait, hein, d'un fichier image. Ok? Donc, euh, donc, getImage size, donc ça c'est la fonction, enfin la méthode, pardon, qui renvoie à ses dimensions, si le fichier est véritablement une image, ou bah, la valeur bool false, si le fichier n'est pas une image, true, false. C'est plus difficile à contourner que d'autres fields, mais c'est loin d'être impossible à faire. Et la deuxième ligne, c'est une instruction en if, c'est là, in array, ok? Donc, elle vérifie deux conditions. Si l'une ou l'autre des conditions échoue, indiquée par l'opérateur OU, pardon, eh ben, le script sera redirigé vers un message d'échec. Et si la deuxième condition est simple, ça vérifie le size. Il suffit de vérifier donc la variable size qui contient le booléen à false. Et la première connexion devra être un peu décomposée. Donc, comme on disait, inArray, explode, patati, patata. Il y a deux fonctions en jeu, inArray et explode. Ok? Donc, commençons par la fonction la plus profonde et découvrons le chemin. Ok? Donc, explode et on voit qu'on récupère plusieurs valeurs. Explode, c'est une fonction qui est utilisée pour diviser une chaîne au caractère spécifié. Ici, il est utilisé pour diviser le nom du fichier que nous avons téléchargé à chaque point. D'accord? À partir de là, nous pouvons juste sur le tri supposer qu'il s'agit d'un fil d'extension de fichier. À titre d'exemple, si nous devions télécharger un fichier appelé image.jpeg, cette fonction renverrait une liste image JPEG, comme le filtre n'a vraiment pas besoin que l'extension de fichier, il saisit ensuite le deuxième élément de la liste. Ok? En se souvenant que les listes commencent toujours par 0. Ok? Quand vous faites un array, un tableau, on commence toujours par 0 et on le parcourt en fait. C'est une sorte de boucle itérative. On récupère toutes les données qu'il y a dans notre tableau et une fois que c'est fini, on affiche le résultat. Ok? Ceci malheureusement conduit à un gros problème. Que se passe-t-il s'il y a plus d'une extension de fichier? Disons, par exemple, que nous téléchargeons un fichier appelé image.jpeg.php. Le nom est divisé en image, JPEG, PHP. Mais seulement le JPEG, en tant que deuxième élément de la liste, est passé dans le filtre. Ok? Puisqu'on vérifie malheureusement que ça. D'accord? Donc si on met une troisième, en fait, bah, on dépasse, hein, on sort de la vérification du filtre et à partir de là, on peut contourner le premier filtre qui est mis en place, pardon. En regardant la fonction externe maintenant et en remplaçant la fonction interne par un espace réservé, explode underscore result, in array, eh ben on a quoi? On a le résultat d'explode et ensuite ça vérifie s'il y a de bonnes extensions. Donc cela vérifie si le résultat renvoyé par la fonction explode, la méthode explode, n'est pas euh, un tableau appelé, n'est pas dans un tableau appelé good extension, pardon. En d'autres termes, il s'agit d'une approche de liste blanche où seules certaines extensions sont acceptées. La liste des extensions acceptées se trouve à la ligne 5 du fichier. Donc, on a vu quelles sont les extensions qui sont acceptées. JPEG, JPEG, on a quoi? Du PNG, et de mémoire, j'ai oublié le dernier, pardon, c'est du GIF. Donc, format classique, très souvent utilisé. Vous devez tous les connaître, naturellement. Donc, si on regarde un peu le code source entre la 4 et la 15 dans le code PHP, on a en effet le target, upload, après un point base name et les vérifications sur le fichier. Donc, nous savons comment trouver nos fichiers téléchargés. Il y a deux filtres de téléchargement de fichiers en cours de lecture, on les a vus, et les deux filtres peuvent être contournés. Ok? Donc, nous savons, bah ouais, qu'il y a forcément quelque part sur le serveur, visiblement, une arborescence qui s'appelle upload. Ok? Donc, on va essayer de contourner ça et d'accéder ensuite
au fameux upload. Ok? Ça n'a pas l'air très probant. Donc on a bien notre PHP qui est appelé, comme je vous disais tout à l'heure. Ok. Et là, c'est pas bon. On arrive sur une mire de connexion. Donc on a une demande d'authentification et à la limite, on peut feinter la première clé, hein, le username. Qu'est-ce que ça peut être? Ça peut être Thomas. Il s'appelle Ref. Il peut s'appeler aussi Ref. Ok? À la limite. Ok? Euh, on a déjà aussi l'un des mots de passe de Thomas, en fait, qui est volé sur le serveur Git à l'aide de Mimikat. Et c'était quoi? Vous vous rappelez? I love Ruby. Je reviens. Je sais plus où on l'avait mis. Non, c'était au tout début, c'était bien avant. Voilà, on avait récupéré, on avait craqué son hache, vous vous rappelez? Et c'était quoi? C'était ça. I love Ruby. Donc on feinte, on tente. Autre indication, il nous parlait dans le code source de Ruby. Ok. Il y avait une petite indication avec le petit commentaire sur Mrs. Walker, juste au-dessus. Il y avait en effet. Donc, qu'est-ce que je fais? Je prends Thomas. La connexion est super lente. Quand tu veux, mon gars, c'est quand tu veux. Salut Thomas. Et on arrive bien sur un fichier de téléversement, un serveur de téléversement de fichiers. Là, en l'occurrence, je peux téléverser une image. J'ai pas une image, c'est bien dommage. Mais on voit qu'on a la fonction upload. Ok, donc là, ça c'est notre code PHP, visiblement. Voilà. Et comment on avait l'indication elle est là. Donne un rubis plus de nourriture. C'est un animal qui va très vite. Ah non, un animal de traverse très vite, ouais, comme ils disent. Pardon. Donc, Monsieur Thomas, on est sur son serveur. Maintenant, il faut qu'on mette en place notre attaque. Donc, comme on l'a vu, le premier truc à faire, c'est qu'on va renommer, en fait. On va faire une technique de stéganographie qui s'appelle la double extension, en fait. Comme vous le savez, c'est plus compliqué sous Windows, mais sous Linux, vous pouvez mettre plusieurs extensions. Ok? Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, on va contourner le premier filtre qui est très simple, en passant l'extension .jpeg en .jpeg.php. Ok? On va télécharger une image d'ailleurs, on va se faire plaisir. En effet, je vais prendre une image. On va prendre une image assez gutsy. Alors, save image 1 en JPEG, parfait. Gutsy, backdoor. Donc ça, c'est une belle image. Un beau petit gâteau, comme dirait l'autre.
Donc, je vais télécharger mon Godsey. Godsey Cake. J'upload. Et là, il me dit Invalid File Tap. Alors, on va commencer la bidouille. Ok, j'ai mon Godsey Cake en JPG. Je vais le faire, je vais le renommer en Cake Sudo Godsey Cake JPG en Cake. Cake, je vais y arriver. Point JPG. Point, qu'est-ce qu'on va mettre? PHP. Ok, on retourne. Donc là, on voit que c'est passé. On a réussi à contourner, on a fait le premier filtre juste en faisant une double extension. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut? Eh ben, il faut contourner le deuxième filtre. Et là, c'est légèrement plus dur, mais c'est faisable. On a vu qu'il y a une fonction, vous vous rappelez, on en a parlé, c'est la fameuse fonction méthode, pardon, image, oui, c'était get image size, pardon. Je vais y arriver, je n'arrive plus à taper. Voilà. Donc ça, il va falloir qu'on la contourne. Donc là, il n'y a pas le. Il n'y a que le HTML, il n'y a pas. C'est dommage, il n'y a pas le. D'accord, il n'y a pas le PHP, c'est pas là-dessus qu'il est hébergé, d'accord. Donc bref, il y a cette fonction qui vérifie les attributs que l'image aura en fait. Et on va lui donner ce qu'elle veut. On veut une image, eh ben on va lui donner une image. Mais comment on peut bidouiller ça? Je vous ai dit, on peut abuser d'Exif et d'Exif Tool pour vérifier bah, les données, les métadonnées d'un fichier en fait. En d'autres termes, bah, on va télécharger un fichier image authentique contenant quelque part un web shell PHP. Ça sera notre payload, notre charge utile. Ok? Si je cherche une extension PHP, eh ben forcément ça va bloquer. Si je lui donne une extension .jpeg, .php, eh ben ça va être tout à fait possible. Qu'est-ce que voit? La fonction là, elle va voir un fichier image. Par contre, quand elle sera uploadée dans l'arborescence upload, le serveur web, il va avoir quoi? Il va avoir lui un fichier PHP et exécuter notre web shell en fait, hein. Il sera exécuté par le site web en tant que fichier PHP. Et je vous ai dit, sous Linux, vous pouvez faire, qu'est-ce que je peux vous faire? Vous pouvez faire un JPEG PDF, ok? C'est à la fois une image et c'est à la fois un PDF avec votre curriculum vitae, ok? Sous Windows, c'est pas possible ça. Sous Linux, c'est possible. Un même fichier va avoir deux extensions et deux choses différentes. Si vous prenez la première extension, ça sera une image de chat, et si vous prenez la deuxième extension, ça sera un virus. Et là, on voit toutes les possibilités. Donc ça, c'est une technique très simple de double extension de stéganographie. Ok? On va cacher quelque chose dans quelque chose. C'est le principe des poupées russes. Les poupées russes, on a la petite qui va aller dans une plus grande, qui va aller dans une plus grande, qui va aller dans une plus grande. Ok? Vous connaissez tous les poupées russes, j'espère. Eh ben, c'est le même principe. Ok? Avec les doubles extensions, eh ben, on va faire exactement pareil. Ouais, c'est vrai que j'ai pas de connexion. Mais vous voyez très bien où je veux en venir. On va aller voir les poupées russes, parce que moi j'aime bien les poupées russes. Voilà. Donc ça, c'est magnifique. Et on voit comment elles s'imbriquent les unes dans les autres. Eh ben, c'est ce principe.
C'est exactement ça, si je dois vous faire une métaphore. C'est les matrioshkas. Donc, on continue. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Eh ben, on va empiler donc les extensions, mais maintenant il faut qu'on bidouille notre fichier image, ok? Et si on arrive à faire ça, eh ben, on va forcer un web shell. Et si on force un web shell, eh ben, ça veut dire qu'on gagne un accès direct. Donc l'endroit le plus simple pour copier notre shell, en fait, c'est dans les métadonnées de l'image. C'est ce qu'on appelle l'exif data. En fait, il y a un endroit qui s'appelle comment, en fait. Et le comment, ça permet de commenter l'image ou comment, par exemple, dans les métadonnées, je vais avoir ma photo de poupée russe et le comment, ça va être poupée russe, matryoshka. Ok? Ça, c'est le comment. Mais ce comment, je peux m'en servir pour insérer en fait mon payload. Ok? Donc on peut prendre une image ordinaire, on va télécharger un fichier JPEG comme moi je l'ai fait de notre choix, en le gardant au chaud et le renommer par exemple comme on a fait, .jpeg, .php, et comme on l'a vu, ça passe nickel, il n'y a pas de problème, il l'accepte. Maintenant, on va faire la deuxième modification. On va utiliser ExifTool pour contourner le second filtre. Le premier filtre est contourné via la double extension. C'est parti. Donc, j'ai mon cake, JPEG, PHP. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux faire exif et on a ExifTool. OK? Et là, je lui donne quoi? Le nom de mon image, en fait. Et il va m'extraire toutes les métadonnées. Voilà. On a toutes les métadonnées de notre gâteau. OK? On voit quand est-ce que le fichier a été modifié, l'encodage. C'est en Intel Indian. Ça a été pris par un Sony Ericsson. Ok, on a toutes les données, des fois les coordonnées GPS, on a la colorimétrie, ok, le chroma subsampling, bref, toutes les données qui sont inhérentes à un fichier, une image, ok. Donc c'est du JPEG, tac, 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 tac. Donc là, on voit qu'on récupère toutes les métadonnées. Et ça, quand vous faites du forensic, c'est vraiment super intéressant. Vous récupérez plein d'informations sur une personne, en fait. Elle poste une photo. Alors, heureusement, depuis quelques années, les réseaux sociaux effacent les métadonnées. Mais sur les forums et tout ça, les gens qui postent des photos, et s'ils le prennent avec leur téléphone ou leur appareil photo, vous pouvez récupérer même les coordonnées géographiques via le GPS euh, où a été prise la photo. Donc en termes de renseignement, ça peut être super utile. Donc, cependant, avant de commencer à insérer des charges utiles dans l'image, il y a encore une chose à prendre en compte en fait. Il y a forcément un logiciel antivirus qui est en cours sur la cible. Nous savons pas quel antivirus Thomas utilise, mais on est quasiment sûr qu'il y aura des protections, ok? Ça doit être à jour et ou pas, mais en tout cas, il doit, comme toute personne, maintenant vous savez que Windows est préinstallé avec Windows Defender. Donc même si vous n'utilisez pas un logiciel payant, par défaut maintenant, on a un antivirus et un pare-feu. Ok? C'est ceux qui sont intégrés déjà d'office dans Windows. Donc il va falloir qu'on prenne en compte ça et qu'on arrive à gruger en fait, hein, pour que il récupère tout type de web shell PHP lorsqu'on le téléchargera. Et il faut que ça arrive à compromettre notre cible sans que lui soit en mesure d'être averti, de comprendre ce qui s'y passe. Donc là, c'est là où on va rentrer dans les techniques d'évasion. On va essayer de contourner, d'offusquer ça pour berner les systèmes de défense. Et si c'est pas le cas, on peut se faire griller, hein. Donc là, vous vous rendez bien compte que la partie évasion, c'est la plus compliquée. Et à la fois, ça peut marcher, à la fois, vous pouvez avertir votre cible d'une cyberattaque. En effet, vous-même, hein, si jamais vous commencez à vous naviguer sur un site web ou à ouvrir une pièce jointe et que votre antivirus dit Trojan W32 a été bloqué, vous savez que la personne qui vous a envoyé le fichier ou le site sur lequel vous avez récupéré le fichier, il n'était pas très très gentil avec vous. Il a essayé de vous niquer. Ok? Donc,
C'est un jeu du chat et de la souris, encore une fois. Donc, pour pouvoir contourner ça, en fait, on va pas télécharger la charge utile en direct. Au lieu de ça, on va créer une proof of concept. Ok, vous savez que avant de lancer une attaque ou de prouver une attaque, on travaille toujours sur un POC. Ok, une preuve de concept qui va nous permettre de prouver et de nous prouver, pas qu'aux autres, que bah, notre concept est possible. Il existe et on peut le faire fonctionner sans que ça plante. Et c'est une opération, une expérience que je peux réitérer, que je pourrais montrer à nouveau à une audience, à un public. Cette preuve de concept, eh ben, c'est le prototype. Une fois que le prototype est rodé, eh ben, je passe à un exploit. L'exploit qui devient soit privé, ça devient une faille 0D que j'utilise que pour moi, pour les gentils services de renseignement, ou je décide de mettre mon exploit public, et dans ce cas-là, ça devient un exploit public. Ok? Tout le monde peut l'utiliser, et vous pouvez le récupérer en base de données dans Metasploit ou sur ExploitDB. Ok? Et ça devient une CVE connue, et ça devient aussi un exploit public qui permet d'exploiter cette CVE. Ok? Donc c'est comme ça que ça marche. Donc là, on va bosser sur une proof of concept, une preuve de concept, et on va essayer de faire de l'offuscation PHP pour contourner l'antivirus au niveau du réseau. Ok? Donc, la charge utile, on va, vous savez qu'un code PHP, ça commence tout le temps comme ça. On va faire un echo. Ensuite, on a un pré. Donc, pré, ça permet de mettre la mise en page, en fait, hein, de créer des paragraphes et tout ça, avec du texte. Et nous, bah, ça sera, on va l'appeler test payload, ok? Et bah, c'est du langage balisé, donc si on l'ouvre, on le referme, ok? Hop, fin de l'instruction, on passe à l'autre instruction. L'instruction, la fonction, c'est crève, ok? Gentiment, fin de l'instruction, point d'interrogation, et je referme mon code, ok? Je l'ouvre ici, je le referme ici. Les points-virgules sont des instructions. On a deux instructions. Echo, tu vas m'afficher test payload, ok, test de la charge utile. Donc ça, c'est balisé, prêt. Donc en effet, si on veut faire un écho, il faut un prêt. J'ouvre, je ferme mes balises. Fin de l'instruction. Deuxième fonction, il y a une fonction die. Ok? Donc ça a l'air assez sexy, mais c'est plutôt inoffensif en fait, hein. Le but, c'est que ça soit pas intercepté par l'antivirus. Ok? Une fois que on s'assure que c'est pas intercepté par l'antivirus, ça nous donne la confirmation que ça fonctionnera probablement. Et du coup, eh ben là, on mettra notre web shell. Et là, ça sera la vraie charge utile. Donc, on utilise tout le temps un leurre, et ça va être notre preuve de concept, notre POC. Ok? Et une fois que le POC est fonctionnel et qu'on s'est assuré de la viabilité de l'attaque, du vecteur d'attaque, ok, eh ben on va remplacer notre demise, ok, notre leurre, notre comment dire, ouais, notre charge utile bête entre guillemets, c'est-à-dire vide, ok, c'est une coquille vide par la vraie coquille. Et la vraie coquille, ça sera quoi? Ça sera un vrai web shell qui va prendre le contrôle et qui va lancer l'attaque. Ok? Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On a vu qu'on pouvait se servir de la line comment pour exploiter eh ben, le commentaire. Et au lieu de mettre un commentaire, c'est l'image de Toto, le hacker, eh ben, on va encoder notre charge utile dans la ligne comment. Alors, est-ce que je la trouve? Elle est où? Alors là, visiblement, elle n'est pas renseignée. Donc on va la renseigner, ok? C'est pour ça qu'elle n'apparaît pas visiblement, parce qu'elle n'est pas renseignée. Et ouais, vous voyez que si celle-là est vide. Ah non, mais c'est modification date. Ouais, non. Vous voyez que toutes les métadonnées qui sont renseignées, elles ont à chaque fois une valeur, ok? Là, on voit les valeurs qui sont assignées à chaque ligne en fait, hein, qui porte un nom. Donc
celles qui ne sont pas utilisées n'apparaissent pas. C'est ce que j'en déduis, vu que j'arrive pas à trouver la partie comment. Je vais essayer avec une majuscule et sans S peut-être. Hmm, peut-être moins. Qui dit des bêtises? Non, elle n'est pas renseignée, visiblement. Donc, on va la renseigner. Qu'est-ce qu'on va faire? Ben, on va écrire. Ok? Exif tool. Je vais peut-être faire un sudo pour pas qu'il m'emmerde, puisqu'on est en train d'écrire des données et peut-être il me demandera. Qu'est-ce qu'on veut? On veut la ligne comment, ok? Égale. Et là, j'aurais pu mettre Toto le hacker. Ok? Je vais vous montrer. Juste comme ça, vous allez comprendre. Toto le hacker. Qu'est-ce que je veux? Eh ben, que ça soit dans mon cake. Mise à jour. Ok? Là, j'ai bien remplacé la ligne comment qui était vide par la valeur Toto le hacker. Ok? Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on va mettre notre payload à la place de Toto le hacker. Donc, on recommence. Sudo exif tool comment. Et là, qu'est-ce qu'on fait? Bah, on va ajouter cette fois-ci notre payload. Donc, c'est-à-dire notre code PHP. J'ouvre ma balise, je fais du PHP, ça c'est ouverture de la balise PHP, non du code PHP. Je fais ma commande echo. Ok? Je veux quoi? Là, on fait un échappement. Je veux du pré. Ok? Donc, on a besoin des anti-slash en fait pour le formatage, si vous voulez. Il faut les caractères d'échappement, sinon ça bug. La commande, elle sera pas prise en compte. Donc on fait un... On a vu. Pardon, je m'embrouille. Ouais, tu veux bien repasser en minuscule, tu seras gentil, merci. Reste payload. Ok. Qu'est-ce qu'on fait? On ferme notre balise. Ok. Et pareil, échappement. Échappement au début, échappement à la fin. Ok. On referme. Notre double quote, fin de l'instruction. Qu'est-ce qu'on a dit? Espace, die. On chope notre fonction et clôture notre code en PHP. Ok? Donc ça c'est fait, sauf que faut qu'on referme. Ok? Parce que ça c'est quoi? Ça c'est un string en fait. Lui il attend une chaîne de caractères. Ok? Qu'est-ce que j'ai fait là tout à l'heure? Je lui ai mis une chaîne de caractères. Cette chaîne de caractères c'était quoi? C'était un string qui était égal à Toto le hacker. Là qu'est-ce qu'on fait? Eh ben au lieu de lui mettre une chaîne de caractères, on lui met des caractères spéciaux, on lui met un payload. Ok? Lui, il attend une chaîne de caractères. C'est pas grave. Mais comme bah, on met une charge utile, il faut ces caractères d'échappement. Et surtout pas oublier les doubles quotes, ok? Là, on ouvre, là, on ferme. Là, on ouvre, là, on ferme. Ok? C'est pareil pour les balises, ok? On ouvre notre code PHP, on le referme à la fin. On ouvre notre P, on le referme à la fin. C'est tout le temps, tout le temps, tout le temps comme ça. Donc attention à la syntaxe, sinon, bah forcément, ça va pas marcher. Maintenant, qu'est-ce que je veux? Bah, je veux le nom de mon fichier. Cake.php. Ça y est. No writables. Oh, bâtard! Oh. Ah, putain. Et comment égal. Autant pour moi. Vous voyez, je commence. Voilà. Et là, ça marche bien. Donc attention à la syntaxe. Ok. Vous voyez, je l'ai fait là, et j'ai oublié de le faire là. Donc là, ça passe. Vous savez qu'on travaille à plusieurs sur la machine. Donc mon cake Godsey, j'aimerais bien aller voir les photos des autres, ce qu'ils ont mis. Donc, j'ai l'original pour PHP et donc il vous fait tout le temps une copie, il est sympa. Et ça, c'est le renommé. Donc, maintenant, je vais le renommer parce que moi, bah, je suis saltimbanque, donc je vais quand même mettre. Donc, MV Cake en, euh,
comment je vais l'appeler? Comment je vais l'appeler? En saltimbanque, cake, Gucci, point JPEG, point PHP. Ok. Et là, qu'est-ce qu'on fait? Bah, on va essayer de se l'uploader, tout simplement. Ok. On a contourné les deux filtres. Félicitations. Donc, ça devrait marcher. Ça devrait passer, ça devrait passer, ça devrait passer. Donc là, bah, on va essayer de télécharger les fichiers et puis d'y accéder, quoi, hein. Comment on peut faire ça? Bah, on va aller dans bah, la machine. On a resource, comme on a vu, hein. Donc ressources. On a vu qu'on avait quoi? Tout à l'heure, on a vu, on en a parlé. Notre fichier uploads. Et bah là, doit y avoir un saltimbanque, comment je l'ai appelé, un nom à la con. Saltimbanque, cake, Grotsy, point JPEG, point PHP. Ok? Donc ça, c'est plutôt bon signe, moi je dis. Donc, c'est cool. Et on voit que on est plutôt pas mal, hein. On lui a fait gentiment l'amour. Donc, dans la prochaine vidéo, on verra l'évasion. Je vous donnerai des techniques qu'on va utiliser grâce à l'exercice et je vous montrerai peut-être des techniques que moi j'utilise personnellement. Ok? Donc on verra le principe, bah, comment fonctionne un antivirus, c'est vraiment intéressant. Comprendre la détection statique, dynamique, heuristique. Donc qui dit heuristique dit comportemental. Ok, et bah, on verra. Ça, franchement, moi, c'est la partie la plus intéressante, et on verra comment on va offusquer notre code PHP pour contourner l'antivirus. Ça, c'était notre proof of concept. Voilà, je vous dis à très bientôt. Kiffez bien. Ciao, ciao.